Merci Jean-François. J'ai le plaisir d'être avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et encore une fois, on va parler de vos finances parce que vous êtes concerné par ça. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour, Denis. Hey, on va revenir sur la faillite. On a parlé de la faillite la semaine dernière. C'est un dossier extrêmement intéressant. Il y a peut-être des petits éléments qu'on pourrait ramener sur la faillite qui, peut-être, pourraient aider les gens, les éclairer un peu? Oui, il y a peut-être une ou deux précisions que je voulais apporter, là, qu'on n'a pas eu le temps de parler, parce qu'on a parlé quand même assez longtemps. En fait, des fois, les gens pensent que certaines dettes ne sont pas libérables dans le cadre d'une faillite ou d'un redressement. Fait que je voulais juste rappeler aux gens que, notamment, l'impôt, mais c'est une dette qui est libérable. Des fois, les gens vont venir nous voir, ils ont des dû d'impôt 2, 3, 4 ans, ils ont laissé les choses aller, puis là, ils se reprennent en main. Ben ça, c'est des dettes qui rentrent dans une faillite ou dans une proposition, dans un redressement. La PCU, c'est pareil. Donc, ça, il y a plusieurs personnes qui sont prises avec ça présentement, là, des réclamations de PCU, soit des gens qui étaient sur le chômage, puis qui sont fait envoyer de la PCU, puis là, ils se la font réclamer, ou des gens qui ont fait des réclamations, mais que finalement, le gouvernement revient en disant, ben non, ça, vous auriez pas été éligible. Ce genre de choses-là, on en croise de plus en plus, évidemment. Fait que la PCU, c'est aussi une dette libérable. Dette de chômage aussi, c'est des dettes libérables. Ce qu'il faut faire, en fait, ce qui fait qu'une dette n'est pas libérable, à part quelque chose très, très précis, des éléments très précis, c'est essentiellement des dettes de fausses déclarations, de fraude ou des dettes pénales ou criminelles. C'est ces dettes-là qui ne sont pas libérables. Quand les gens ont été honnêtes, malchanceux, c'est prévu dans la loi que on devrait se libérer de toutes ces dettes. Puis c'est ça qu'on regarde avec les gens quand on les rencontre. Okay, peut-être un autre élément aussi que je voulais qu'on rappelle, c'est que en faillite, les gens, dans la très, très, très grande majorité des cas, gardent tous leurs actifs. Donc, ils gardent leurs meubles, les meubles, en fait, c'est insaisissable par le Code civil. Les gens, normalement, vont garder leur maison tant que leurs paiements sont à jour, vont garder leur voiture selon les mêmes critères aussi. Les REER, c'est une particularité qu'on a aussi en faillite. Hein. Les REER, c'est un placement, donc c'est à la base saisissable. Mais quand les gens font une faillite ou une proposition, la partie des cotisations qui date de plus de 12 mois, donc la majeure partie des REER des gens, deviennent insaisissables. Donc, ça, c'est des stratégies, des fois, qu'on va regarder avec les gens pour se libérer de leurs dettes. Au lieu, exemple, de sortir 60 000 de REER pour payer l'ensemble des dettes, des fois, on peut faire d'autres stratégies par différents redressements qui permettent aux gens de garder leur REER et donc d'avoir une retraite un petit peu plus intéressante que juste avoir des prestations du gouvernement. OK. Oui, ça devient drôlement important aussi de savoir où on s'en va avec ça. Ça, c'était de la partie faillite. Mais si on remonte dans nos différentes classes, on va tomber sur la proposition du consommateur. Et c'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler, c'est quoi la proposition du consommateur? La proposition, c'est peut-être la partie la moins bien connue de tous les redressements qui existent. Ça devient de plus en plus connu, mais ça fait partie de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc, c'est la même loi que la faillite. C'est juste des articles différents. Ça a le même objectif. Hein. On a parlé des objectifs de la loi sur la faillite la semaine passée. Essentiellement, c'est pour protéger les gens contre les saisies, contre le harcèlement. Okay. Pour déposer une proposition de consommateur, ça prend nécessairement une licence de syndic. Donc, au même titre que pour déposer une faillite ou une proposition, c'est le même principe. Donc, moi, je suis le seul en Abitibi-Témiscamingue à détenir cette licence-là, donc la licence de syndic qui est donnée par le gouvernement fédéral. Et également, une proposition, c'est quoi? En fait, c'est un offre qu'on fait au créancier. C'est la façon la plus simple de le résumer. Donc, on fait un offre sur un maximum de 5 ans. Ça, c'est ce qui est prévu dans la loi. Et cette offre-là, elle va être basée sur notre analyse. Donc, nous, ce qu'on fait avec les gens, on s'assied avec eux. On regarde leurs actifs, leurs dettes, leur budget. On va regarder combien ils paieraient, ces gens-là, s'ils faisaient une faillite. Donc, nous, comme on a expliqué la semaine passée, une faillite, c'est mathématique. On a un calcul à faire. On arrive avec un chiffre. Quand on fait une proposition, on présente le chiffre de la faillite au créancier, mais on leur présente en même temps une offre qui va être normalement supérieure à la faillite. Ça permet d'éviter, en fait, aux gens de faire faillite, d'avoir des conséquences de la faillite, comme, exemple, plus on fait de faillite, plus les conséquences, la durée augmente en faillite. Si on dépose des propositions, ce concept-là n'existe pas. Donc, quelqu'un qui a des difficultés à quelques moments dans sa vie, que ce soit une fois pour une séparation, une fois pour une perte d'emploi, de la maladie, ça va arriver que les gens viennent nous voir à 2, 3 moments dans leur vie à différents moments. La proposition, il n'y a pas de conséquences successives. C'est un offre, donc c'est une démarche qui est plus responsable que la faillite aussi. Donc, les gens qui sont capables, normalement, de faire une proposition, la loi prévoit à ce qu'ils en fassent une. Donc, on va regarder avec eux leur capacité de faire une offre, la probabilité d'acceptation des créanciers, parce que nous, on connaît les créanciers, on sait comment ils votent.
Et le gros avantage à ça, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre 100% des créanciers. Si monsieur, madame, tout le monde a des dettes avec une agence de collection, avec l'impôt, etc., s'ils veulent négocier, il faut qu'ils négocient ça à la pièce avec chacun des créanciers. Et la plupart des créanciers sont pas prêts à prendre des pertes. Donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient les mettre toutes ensemble. On vient leur dire, regardez, si vous refusez cette offre-là, madame, monsieur va devoir faire faillite, vous allez perdre encore plus d'argent. Et c'est comme ça qu'on les convainc d'accepter cette offre-là. Et on a besoin de convaincre seulement 50% plus 1 des créanciers en dollars. Donc, ça veut dire que si on a un créancier récalcitrant qui nous aime pas ou peu importe quoi, même si on le convainc pas, on peut le mettre dans cette procédure-là et il va faire partie des dettes qu'on se libère. Mais ça veut dire qu'un seul créancier pourrait faire pencher la balance si c'est un créancier majeur. Absolument. Si on a un créancier qui détient plus que 50% des dettes de la personne, c'est lui qui va décider de l'acceptation. Mais on a toujours la carte de lui expliquer, regardez, là, en faillite, voici le calcul. Si vous refusez l'offre qu'on vous fait là, vous allez perdre de l'argent. Et c'est comme ça. C'est pour ça que 95 et plus % des propositions sont acceptées parce que c'est toujours un petit peu plus que le calcul de faillite. Donc, à partir de ce moment-là, le consommateur peut respirer un peu plus. C'est pas une faillite, donc ça ne s'accumule pas à son dossier. Et, par contre, ça prend quand même un syndic. En fait, pour le dossier de crédit, pour expliquer ce bout-là, ça va affecter le dossier de crédit de façon similaire. Donc, on ne fait pas ça pour limiter les impacts au dossier de crédit. Okay. On fait ça vraiment pour avoir une mécanique plus avantageuse que la faillite, c'est-à-dire rien n'est saisissable, on garde tous nos actifs. Si on reçoit un héritage, on le perdra pas. Si on reçoit une police d'assurance vie, on le perdra pas. Et on n'a pas de recalcul. Le fameux calcul mathématique en faillite n'existe pas en proposition, donc on a un paiement fixe. Donc c'est pour ces avantages-là qu'on va faire une proposition. OK. Je vais revenir sur autre chose, Pierre-Paul, parce que tu as mentionné, je suis le seul syndic en Abitibi-Témiscamingue. En fait, ça veut dire que les autres compagnies qui font du recouvrement ont des syndics qui viennent de l'extérieur? C'est ça, les autres cabinets de syndic, qui comme le cabinet que je faisais partie avant, ou tous les autres cabinets qui s'affichent sur Internet comme ayant une adresse ici, n'ont pas personne de physiquement, ou il y a un autre bureau de syndic qui a une ou deux conseillères présentes, mais il n'y a pas de syndic. Donc, les gens doivent absolument parler en vidéoconférence à un syndic de l'extérieur. Fait que ça fait que lorsqu'on veut des suivis, lorsqu'on a des questions et qu'on veut parler à un être humain, on n'a pas cette possibilité-là, malheureusement. Donc, nous, on est les seuls avec une licence d'un syndic qui demeure en Abitibi. Donc, moi, je demeure à Rouyn. On a des bureaux partout en Abitibi parce qu'on veut se déplacer, rencontrer les gens. J'étais à Ville-Marie hier, j'étais à La Sarre avant hier. Donc, on se promène, on se déplace pour être sûr que les gens comprennent bien. Parce que dans les yeux d'une personne, on peut voir si une personne comprend. Si on est au téléphone, des fois, c'est plus difficile de s'assurer que la personne a bien compris tous les impacts, les avantages, les inconvénients. Oui, surtout qu'on est assez voyons, je vais la dire susceptible, mais non, faible face à une situation de même quand on arrive, quand on va voir un syndic, on est vulnérable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Effectivement, vulnérable. Souvent, les gens, effectivement, sont vulnérables et sont émotifs aussi, avec raison. Et des fois, ils ne leur tentent pas de compter nécessairement toute leur vie, mais en personne, on est capable de dédramatiser la situation, de leur donner un support aussi moral, un support humain, pas juste, on n'est pas là juste pour régler les dettes, on est là pour s'assurer que la personne a le support nécessaire pour passer au travail. Il y a des gens pour qui la faillite ou la proposition, c'est pas du tout un problème dans leur vie, puis ça les empêche pas de dormir, mais il y a des gens qui, pour eux, c'est une forme d'échec, c'est difficile. Mais ces gens-là, on peut remettre ça en perspective puis regarder les alternatives, leur dire aussi qu'est-ce qui va arriver s'ils n'avancent pas dans cette direction-là. Mais aussi, on travaille très, très fort pour les éviter quand on peut, ces solutions-là, que ce soit la faillite ou la proposition. On veut en signer le moins possible, donc on veut que les gens viennent nous voir plutôt pour les orienter vers les autres options quand c'est possible. Il faut le voir aussi comme une expérience de vie également, là, qu'on se passerait peut-être, mais qui apporte des choses aussi, là, quelque part. Pierre-Paul, on a déjà passé largement à notre temps et ça veut dire que le sujet était vraiment intéressant, encore une fois. J'aimerais qu'on rappelle aux gens les coordonnées pour vous rejoindre. Oui, donc les gens peuvent nous rejoindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous rejoindre sur notre Facebook LACASSE et Associés, ou peuvent nous rejoindre sur notre site internet lacassesyndic.com.
Super. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Denis.